Chers étudiants, bonjour. Je suis Madame Belkhadoun Najas, votre professeure d'atomestique. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue. Cette année est très particulière. Elle est particulière par cette épidémie qui s'est invitée parmi nous. Et donc, on va devoir gérer au mieux qu'on peut. J'espère qu'on va tous assez vite s'adapter aux nouvelles méthodes d'enseignement qui nous ont été imposées par les mesures de prévention contre le Covid-19. Pour mener à bien le déroulement de notre travail, je voudrais vous expliquer un peu la méthodologie du travail. Alors, normalement, vous savez qu'il y a une plateforme, un modèle de la fac à laquelle vous aurez accès. Sur cette plateforme, vous trouverez un fichier PDF que vous pouvez imprimer. Ce fichier PDF, ce sera votre support de cours et ça sera le polycope que vous aurez. Il y aura aussi de différents chapitres, donc une introduction et 5 chapitres. Chapitre 1, chapitre 2, donc séparés, évidemment. Et ce sont des fichiers PowerPoint. Donc, vous allez les recevoir au fur et à mesure que le cours avance. À chaque fichier PowerPoint, je vais correspondre ou je vais vous envoyer une vidéo comme celle qu'on est en train d'enregistrer là maintenant pour vous expliquer le cours, un peu pour donner des explications du cours. Donc, cette vidéo va simuler à peu près en quelque sorte ce qui se passe pendant le cours. Donc, je vais consacrer à chaque séance de cours une vidéo, c'est-à-dire, par exemple, pour le chapitre 1, probablement, on va le faire en deux séances. Donc, c'est-à-dire, vous allez avoir pour le chapitre 1, deux vidéos et ainsi de suite. Quand on aura fini le chapitre 1, je vous envoie le chapitre 2 et avec le chapitre 2, bien sûr, vous aurez la première vidéo et ensuite la suivante. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous enseigner l'atomestique. Alors, comme son nom l'indique, c'est l'étude de l'atome. Alors, cette étude-là, c'est fait par étapes. Donc, ce cours-là, ça va être comme un cours d'histoire qui va vous raconter un peu l'évolution dans le temps des études effectuées sur l'atome et bien évidemment les différentes théories qui ont accompagné ces études. Dans ce cours, il est composé en cinq chapitres, comme je vous ai dit tout à l'heure, et une introduction. Alors, le chapitre 1, intitulé Constituant de l'atome. Alors, ce chapitre-là sera consacré aux constituants, aux particules qui constituent l'atome, donc à savoir l'électron, le proton, le neutron, etc. Alors, dans ce chapitre, on va voir donc ces particules, comment elles ont été découvertes et comment elles ont été mises en évidence. Dans le chapitre 2, c'est le modèle classique de l'atome. Alors, le modèle classique de l'atome, le premier modèle classique de l'atome, c'est le modèle de Rutherford. On l'appelle aussi le modèle planétaire. C'est-à-dire, pour Rutherford, l'atome, c'est quoi? L'atome, c'est une masse au milieu, donc il a appelé noyau. Et autour de ce noyau, il y a des électrons qui tournent, qui font un mouvement circulaire permanent. Donc ça, c'est le modèle de Rutherford. Après, bien entendu, vous allez voir que
Ce modèle-là, il va servir pendant un certain temps et ensuite il sera un peu mis en cause parce qu'il présentera des défauts, etc., etc. Dans le chapitre 3, on va voir la fonction d'onde et l'équation. Le chapitre, c'est l'équation d'onde et l'équation de Schrödinger. Donc, dans ce chapitre-là, on va définir la fonction d'onde, ce que c'est la fonction d'onde, et les conséquences directes de la fonction d'onde, c'est l'équation de Schrödinger qu'on va vous définir. On va vous donner les premières des notions comme ça préliminaires. Donc, on verra ça dans le chapitre 3. Le chapitre 4, pardon, donc avant de vous donner le contenu du chapitre 4, alors pour le chapitre 1, 2 et 3, ce sont des chapitres, on ne va s'intéresser qu'aux entités à un seul électron, c'est-à-dire aux particules qui contiennent un seul électron. Alors, vous connaissez très bien, le seul atome qui contient un seul électron, c'est l'hydrogène. Ensuite, les autres entités qui contiennent un seul électron, ce seront des ions ou bien des ions positifs ou bien négatifs et qui auront un seul électron qu'on appellera par la suite hydrogénoïdes. Hydrogénoïdes, ça veut dire qu'ils ressemblent à l'hydrogène parce qu'ils ont un seul électron. Donc, le chapitre 1, 2 et 3, tout ce qu'on va étudier, c'est les particules à un seul électron. Dans le chapitre 4, intitulé Atomes polyélectroniques, dans ce chapitre, on va élargir notre étude aux atomes à plusieurs électrons. Et finalement, le chapitre 5, c'est la classification périodique. Dans ce chapitre, vous allez découvrir comment et quels sont les critères sur lesquels on s'est appuyé pour former la classification périodique des éléments. Ou bien le tableau périodique, vous le connaissez sous forme de tableau périodique. Donc, on va commencer l'introduction. Dans l'introduction, vous avez ici la chimie. Alors ici, la chimie, vous savez ce que c'est la chimie, c'est un nom que vous avez toujours entendu parler. Alors, si on se pose la question, quel est l'objectif de la chimie? C'est quoi la chimie et pourquoi on fait la chimie? Alors, la chimie, son rôle, c'est de décrire et d'expliquer et même des fois prévoir des transformations de la matière. C'est quoi une transformation de la matière? Alors, la transformation de la matière, c'est lorsque vous mélangez deux substances entre elles et ces substances-là vont réagir et vont se transformer. Alors, on distingue deux types de transformations. Vous avez les transformations chimiques. Alors, ce sont des transformations au cours desquelles on a la disparition des substances initiales et l'apparition de nouvelles substances. C'est ce qu'on appelle réaction. À titre d'exemple, ici on cite la réaction du fer avec l'acide chlorhydrique. Alors, si vous mettez une plaque de fer dans l'acide chlorhydrique, on va obtenir un précipité de FeCl2, au bichlorure de fer. C'est quoi un précipité? Un précipité, c'est une masse, c'est-à-dire c'est un produit solide. Vous allez obtenir une poudre, si vous voulez, une poudre de FeCl2. Donc, lorsque vous avez une flèche comme ça vers le bas, ça veut dire que c'est un précipité, c'est-à-dire c'est un solide. Et aussi un gaz d'hydrogène. Alors, on sait que c'est un gaz parce qu'on a une flèche qui est dirigée comme ça vers le haut. Donc, on est parti du fer et de l'acide chlorhydrique et on arrive, ça c'est les réactifs, et on arrive au fer, au bichlorure de fer plus l'hydrogène gazeux. Et ça, c'est les produits. Donc, les produits de départ, les réactifs de départ n'apparaissent plus dans les produits d'arrivée. Vous avez les transformations physiques. Alors, les transformations physiques, dans ces transformations, la substance ne change pas de nature. C'est son état qui va changer. Par exemple, on cite ici l'exemple de l'eau, du sucre dans l'eau. Lorsque vous dissolvez le sucre dans de l'eau et vous chauffez, et même des fois, vous n'avez pas besoin de chauffer, juste comme ça, mélanger, on va avoir, donc, vous aurez une solution d'eau sucrée. C'est-à-dire là, c'est une eau qui contient du sucre.
Donc, vous êtes passé, le sucre, il est toujours dans la solution, mais il est sous un autre état. Il était à l'état solide au départ et il est passé à l'état liquide après. Donc, après on peut retrouver, si vous voulez, une preuve de ça. Vous chauffez l'eau sucrée et vous récupérez le sucre au fond. L'eau va s'évaporer et on récupère le sucre. Alors, la chimie se divise traditionnellement en trois grandes parties fondamentales. Vous avez la chimie physique. La chimie physique, c'est une chimie qui s'intéresse aux aspects généraux de la matière et elle s'intéresse aussi aux réactions chimiques. Donc, chimie physique, aspects généraux de la structure de la matière et les réactions chimiques. Vous avez la chimie organique. Alors, c'est la chimie elle s'intéresse aux constituants du carbone, composés qui contiennent le carbone. La chimie inorganique, c'est la chimie des autres composés autres que le carbone. Dans la chimie physique, on trouve la chimie structurale. Donc, c'est l'étude, cette chimie-là va s'intéresser à l'organisation et les propriétés de la matière. Et avec cette chimie-là, on va pouvoir répondre aux questions qui se posent à nous tout le temps. Pourquoi des corps réagissent entre eux et comment ils réagissent entre eux. Donc, bien sûr, en s'appuyant sur la structure des atomes ou des molécules. Oui, et des cristaux, bien entendu, si nous avons des cristaux. Dans la réaction chimique, c'est l'étude de ces manifestations, c'est-à-dire de ces réactions des substances entre elles. Et par quoi et les lois qui les gèrent. Par exemple, il y a la loi de la cinétique. La cinétique, ça veut dire la vitesse, si la réaction elle est lente ou bien elle est rapide, etc. La thermodynamique, c'est-à-dire si c'est une réaction exothermique, endothermique, et ainsi de suite. En chimie physique, donc, il y a deux types d'analyses. Donc, on peut faire des analyses à l'état au niveau macroscopique, c'est-à-dire ce sont des macroscopiques, c'est-à-dire macro, ça veut dire grand. Donc on va manipuler et on va faire des réactions, des expériences avec des substances qu'on peut voir, observer à l'œil nu, c'est-à-dire de la matière observable. C'est ce qu'on fait dans les labos, par exemple. Vous manipulez de l'eau, de l'acide, etc. Donc, ce sont des choses que vous voyez, vous pouvez regarder à l'œil nu. Il y a un autre niveau d'étude, c'est le niveau microscopique. C'est microscopique, ça veut dire très petit. C'est un niveau, donc c'est-à-dire qu'on va travailler avec des particules très, très, très fines qu'on ne peut pas voir à l'œil nu ou de faibles dimensions. Alors, quand je dis faible dimension, c'est de l'ordre du nanomètre. Un nanomètre, c'est l'équivalent de 10-9 mètres. Alors, lorsque vous dites des particules de faible dimension, donc implicitement, ça veut dire des particules de masse très faible. Alors, ces particules-là, elles seront de l'ordre de 10-24 à 10-27 grammes pour masse. Donc, c'est vraiment très, très, très faible. Donc, une conséquence directe de ça, c'est qu'on ne peut pas manipuler des particules très fines. Donc, on va inventer une nouvelle notion. C'est la notion de mole. Alors, le mole, ce mot, vous avez déjà entendu pendant votre cursus scolaire au lycée. Vous savez, donc, on dit mole au équivalent gramme. Alors, on va définir ce que c'est une mole. C'est quoi une mole ou un équivalent gramme? Alors, une mole, c'est un paquet qui va contenir 6,023 10 à la puissance 23 particules. Donc, au lieu de parler d'une particule très fine, on va parler souvent d'un paquet qui contient 6,023 10 à la puissance 23. D'accord? Donc, lorsque vous dites une mole d'atome, au lieu de parler d'un atome qui aura une masse de 10-24 grammes ou bien un diamètre de 10-9 mètres, on va plutôt parler d'une mole. Et cette mole-là va contenir 6,023 10 à la puissance 23 atomes.
La même chose, si vous avez des molécules, une mole de molécule, ça va être, ou un équivalent gramme d'une molécule, ça va être 6,023 10 à la puissance 23. Alors, ce chiffre-là, ou ce nombre, on l'appelle le nombre d'Avogadro. Donc, il est souvent noté avec un N majuscule. Donc, comme ça, j'ai fini la partie introduction. Donc, cette vidéo-là sera consacrée à cette partie. C'est une introduction de la première partie du cours. Donc, vous allez la consulter et j'espère que vous allez faire la même chose pour le reste. Donc, la semaine prochaine, on va aborder l'introduction et je vais vous faire une autre vidéo sur le chapitre 1. Pas sur le chapitre entier, mais seulement l'équivalent d'une séance. On peut faire, par exemple, le chapitre 1, on peut le faire en 2 ou 3 séances, je sais pas. Donc voilà, je vous souhaite bon courage et j'espère qu'on va pouvoir travailler sérieusement avec cette méthode malgré les inconvénients que vous connaissez. Allez, à plus tard. Merci.